Bon, j'essaierai d'être courte pour laisser un peu de temps de questions. Ce que je vous propose peut-être pour commencer, c'est de vous présenter un peu la méthode de planification écologique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la planification écologique? C'est une tentative de répondre aux défis que Aurélien nous a exposés en mobilisant certaines des techniques d'Erwan. Donc ça tombe bien que je sois la troisième intervenante parce que la cohérence est complètement assurée. La planification écologique aujourd'hui repose sur deux grands blocs. Je pense que le premier bloc, c'est on a essayé de découper le monde. On a repris les chantiers de la loi climat-résilience, donc se loger, se déplacer, préserver. Et d'ailleurs, j'ai vu que votre semaine climat a été organisée autour des mêmes thèmes, donc je suis très heureuse de voir qu'on a une grammaire commune, parce que je pense que c'est déjà un point important pour avancer et aller dans le même sens. Au sein de ces chantiers, le point vraiment crucial, c'est de s'intéresser aux 5 enjeux que vous voyez en blanc qui sont très transverses. C'est-à-dire que parfois, on se concentre un petit peu trop sur l'atténuation, on ne prend pas en compte l'adaptation au changement climatique, et pourtant rien nous l'a rappelé avec la traque, c'est très important aussi de prendre ces enjeux. Et puis il y a une petite, une petite aussi tentation de se concentrer beaucoup sur les aspects de carbone, alors que pourtant, troisième enjeu fondamental, la biodiversité, qui est parfois un petit peu, je trouve, oubliée dans les débats, mais aussi la santé-environnement, et enfin le 5e sujet sur lequel je voudrais insister, les ressources. Parce que dans le cadre de la planification écologique, on a essayé de s'assurer de la cohérence des ressources, c'est-à-dire quand je fais un plan, quand je fais plein d'actions sur le logement, sur les transports, etc., est-ce que j'ai réfléchi au global, au fait que j'avais assez d'électricité pour faire tout ça? Est-ce que je suis sûre au global que j'ai assez de biomasse pour faire toutes les actions au niveau national que je me suis dit que j'allais faire? Et si j'en ai pas assez, quel merit order, comment est-ce que je range les actions pour me dire, bon, très bien, je vois que je ne vais pas avoir assez de biomasse, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux en produire plus? Et sinon, qu'est-ce que je privilégie pour l'utilisation de cette biomasse? Et cet enjeu-là de cohérence, c'est vraiment le premier bloc essentiel de la planification écologique et un message important que je voulais vous passer. Le deuxième bloc important de cette planification écologique, et ça fait un peu écho à ce que disait Erwan, c'est de prendre en compte les chantiers que vous voyez tout à gauche de la slide, qui sont les chantiers nécessaires pour rendre cette planification crédible et concrète. Donc, il y a le financement sur lequel on reviendra tout à l'heure, il y a aussi les emplois et les compétences. Est-ce qu'on a les bonnes personnes formées au bon endroit, dans les bons bassins géographiques, pour faire face à tous les défis qui nous attendent? Et cet enjeu de crédibilité, pour moi, est très important, puisque ça fait un petit moment que je travaille pour l'État maintenant, et on a déjà plein de stratégies, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale biodiversité, donc on a beaucoup de plans, mais nous, on s'est dit, bon, ouais, très bien, maintenant on sait où on va, on a des cibles, les objectifs sont quand même globalement clairs, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met comme instrument concret derrière? Quelles mesures fiscales? Quelles mesures réglementaires? Quelles subventions? À quel endroit? À quel niveau? Donc on s'est attaché pendant 1 an à essayer de concrétiser au maximum l'atteinte de ces cibles. Et en se donnant des clauses de revoyure. C'est-à-dire que si on s'est dit qu'on allait atteindre notre cible de décarbonation des véhicules, j'ai pris cet exemple parce que c'est un des rares qu'on tient, dans 1 an, est-ce que dans 1 an, quand on fait le bilan devant le Premier ministre, on se dit, bon, est-ce qu'on est au niveau de la cible? Ok. Et si on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend pour rattraper notre retard et essayer d'infléchir la tendance? Peut-être un dernier mot sur ce deuxième bloc de concrétisation de cette stratégie. Il y a eu un réel effort de pédagogie aussi, et c'est ce que disait Erwan, y compris au niveau des élus, des ministres et des cabinets ministériels, pour se dire, en fait, qu'est-ce que ça implique d'atteindre ces cibles et de relever ce défi concrètement comme prise de décision politique. Et ça, c'est un point qui a été très important. Et maintenant, par exemple, le bouclage biomasse dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que finalement, cette biomasse, elle n'est pas illimitée, il va falloir la répartir, c'est un mot que j'entends 1 fois par semaine, alors qu'il y a 2 ans, personne ne parlait de ça. Donc cet effort de pédagogie, c'est quelque chose qui a été réussi et sur lequel on essaye de capitaliser. Bon, ce que je vous propose ici, c'est un peu barbare comme slide, hein, je m'en excuse. On n'est peut-être pas dans le summum de la pédagogie. C'est ce qu'on appelle le Mondrian national, c'est-à-dire la répartition par secteur en millions de tonnes de CO2 de baisse des émissions qu'on doit réaliser. Et je pense qu'il y a un message qu'il faut garder à l'esprit quand on voit ce slide, c'est que tous les secteurs doivent contribuer. Et du coup, il n'y a pas un secteur qui peut se permettre de ne pas faire. Si on veut tenir nos objectifs, il faut que chacun des secteurs, que ce soit les transports, l'agriculture, l'industrie, le logement, les bâtiments, contribuent à l'effort national. Et pour le coup, on est vraiment dans un cadre fixe. C'est-à-dire que si le bâtiment fait moins, il va falloir qu'un autre secteur fasse plus. Et ça aussi, c'est une logique très importante à avoir en tête. Quand on met en place un plan, s'il y a un des secteurs qui ne fait pas, il va falloir que quelqu'un d'autre compense.
C'est une vision très nationale des choses. On a donc essayé de décliner cela ensuite au niveau des territoires. Alors, on a pris des moyennes et des proxys, et je vous ai mis l'exemple de cette déclinaison de la réduction des émissions au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Dans un exercice du coup de COP régional, on a mis sur la table un petit peu ce plan d'action au niveau de la... Pas ce plan d'action, pardon, cette répartition de la baisse des émissions par secteur au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec un objectif qui était clair, c'était pas du tout de dire voilà, région Nouvelle-Aquitaine, ce que vous devez faire, merci d'eux, pas du tout. Mais regardez, nous, quand on fait la déclinaison, voici ce à peu près à quoi on arrive, et donc un chemin est possible. À vous maintenant de nous dire, selon vos spécificités locales et les enjeux territoriaux que vous connaissez bien mieux que l'État, ce qui est jouable et ce qui n'est pas jouable. Vous pouvez ajuster toutes les cibles. Par contre, il y a une règle du jeu, c'est qu'on tient la cible d'émission. Donc si on nous dit bon, très bien, moi, la rénovation des logements, là, je ne le sens pas, ça ne marche pas, les écoles, c'est compliqué, je vais faire plus de voitures électriques, très bien. Mais par contre, au global, il faut que ça boucle. Il faut que ça boucle au niveau de la région. Et après, pour refaire encore remettre une petite couche sur les enjeux de bouclage, il faut que ça boucle aussi au niveau national. Parce que du coup, quand on a mené cet exercice, on s'est rendu compte, par exemple, pour ne pas les citer, mais en région Occitanie, ils nous ont dit non mais nous, c'est pas possible, par exemple, sur les bâtiments, la marche est trop haute. Par contre, on pense qu'on peut faire beaucoup plus sur l'électrification. Et quand on a regardé leur plan, on s'est rendu compte que si on s'en tenait à ça, l'intégralité des voitures électriques qui roulent en France en 2030 serait concentrée uniquement dans la région Occitanie. Donc là, on s'est dit, bon, on va peut-être devoir ajuster un petit peu le curseur de l'enjeu, en fait, d'avoir une approche très transverse et de s'assurer quand même qu'on vise des cibles crédibles. Comme on parle de crédibilité, je me permets de passer au sujet du financement, qui est un sujet, je le sais, compliqué. Je pense qu'il y a un point désormais qui fait consensus, et ça n'a pas toujours été le cas, c'est que la transition écologique, ça va coûter. La transition écologique, c'est un enjeu macroéconomique. Et ça, moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans à Matignon, j'avais encore beaucoup de gens face à moi qui me disaient « Mais non, la transition écologique, ce n'est pas un sujet d'argent. De quoi vous me parlez ?» Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment atteint ce consensus. Alors, il y a beaucoup de littérature académique qui travaille depuis longtemps là-dessus. Erwan a mentionné les scénarios de l'ADEME notamment, mais c'est quelque chose qui était bien connu au niveau des chercheurs, peut-être un petit peu moins au niveau du monde politique. Et je pense que le rapport de Jean Pisani-Ferry, dont je vous ai mis un extrait ici, a vraiment opéré une bascule où on s'est dit, OK, là, le financement de la transition écologique, c'est un enjeu macroéconomique. Pourquoi ? La conclusion du rapport, c'est qu'à horizon 2030, il faut à peu près 100 de milliards supplémentaires investis dans la transition écologique. Et vous verrez, une des choses, je pense, les plus frappantes de ce graphique, c'est la répartition des postes d'investissement. Qu'est-ce qui coûtera et qu'est-ce qui nécessite, entre guillemets, le plus d'investissement ? C'est le secteur des bâtiments, qui représente près de la moitié de la marche à franchir, et le secteur des transports. Je mets une petite limite à ce graphique sur la partie agriculture, parce qu'il me semble que là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire, y compris académique, pour arriver à chiffrer proprement le coût d'une transition agricole, puisque selon le scénario qu'on prend, bien évidemment, les impacts financiers ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, le message que je voulais vous passer, c'est que bâtiments et transports seront les 2 gros postes d'investissement, agriculture à redéfinir. Une fois qu'on est consensuel sur on se dit très bien, il y a 100 de milliards supplémentaires à dépenser, on va quand même moins dépenser d'argent dans certaines choses. On va acheter moins de chaudières au fioul, on va acheter moins de véhicules thermiques, donc ça va diminuer un petit peu l'addition, si j'ose dire. Et quand on retire ces moindres investissements dans les alternatives carbonées, on arrive à un total d'investissement d'à peu près plus 66 milliards d'euros supplémentaires. Ce qui reste quand même, du coup, une somme, comme vous le connaissez dans le contexte, en plus qu'on connaît en ce moment, importante. Une fois qu'on a posé ce consensus, il y a 2 objets qui font encore l'objet de dissensus importants. Le premier, parce que là, on est à 2030, donc quand on montre ça à un politique, ça va, parce que 2030, finalement, c'est loin, notamment pour les politiques nationaux, il y aura une élection d'ici là, c'est à quel rythme on va devoir fournir ces investissements, quelle marche on doit faire chaque année. Donc nous, on a essayé d'annualiser ça et de se dire, bon, bah, très bien, si en 2030, il faut que je dépense 100 milliards, ça veut dire qu'en 2025, il faut que j'en dépense combien ? Et en 2026 et en 2027, pour arriver à avoir un plan d'action crédible. En 2024, on a estimé qu'il faudrait à peu près 60 milliards déjà supplémentaires, pour vous donner une idée, pour tenir nos objectifs. Ça, c'est le premier point de dissensus. Et le deuxième, qui est honnêtement le plus crispant, c'est qui paye quoi ? On a 100 milliards supplémentaires. Combien vont être portés par les entreprises ? Combien par les ménages ? Combien par les collectivités ? Combien par l'État ? Et
quand on pose ce débat sur la table, assez vite, on crispe beaucoup de gens. Du coup, on a essayé de faire une approche, enfin, de poser un cadre de réflexion le plus objectif possible pour nourrir ces débats qui sont in fine assez politiques. On a proposé une analyse autour de 2 axes. Le premier axe, c'est est-ce que l'investissement est rentable ? Est-ce qu'économiquement, il y a un intérêt à réaliser cet investissement ? C'est ce que vous voyez sur le premier axe. Et puis, un deuxième axe, est-ce que les acteurs sont capables de réaliser cet investissement ? Je vous prends un exemple. Demain, je veux installer une pompe à chaleur pour remplacer ma chaudière au fioul. Tous les modèles économiques vous diront que c'est rentable à terme. Les économies sur votre facture d'énergie que vous allez réaliser viendront rembourser votre investissement initial. Par contre, si je suis un ménage modeste, sortir 14 000 € pour m'acheter une pompe à chaleur, ça risque d'être compliqué. Je ne suis pas capable, je ne suis pas en capacité financière de faire l'investissement. Et quand on fait un peu cette matrice, on arrive quand même à des résultats assez intéressants. Vous voyez le carré du coup bleu foncé. On se dit qu'il y a à peu près un tiers des émissions où il n'y a pas de rentabilité. Les investissements associés pour documenter la réduction de ces émissions n'ont pas de rentabilité et sans capacité des acteurs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un tiers des leviers qui vont nécessiter une intervention publique forte. A l'inverse, le carré jaune tout en haut, à peu près un quart des émissions, où là, on est sur une bonne rentabilité, les acteurs sont capables, donc normalement, pas d'intervention publique, ça devrait fonctionner. Bon, je ne vais pas vous faire de suspense, en général, c'est les efforts de sobriété, qui sont quand même ceux qui sont les plus rentables. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a essayé de poser le débat pour essayer de dédramatiser ces discussions qui sont quand même en général assez difficiles. C'est le premier élément que je voulais vous faire part. Le deuxième élément important sur ces débats-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à catégoriser les dépenses. Moi, je sais qu'il y a certains élus dans la salle, donc je voulais aussi dire un mot du budget vert, parce que pour le coup, c'est quelque chose de très technique, mais qui derrière peut être aussi avoir un fort impact informationnel. Et donc, depuis la loi de finances 2024, les communes de plus de 3 500 habitants devront avoir une cotation environnementale de leurs dépenses, ce qui permet aussi de savoir où on en est par rapport à l'effort, où est-ce qu'il faut aller et comment je fais. Et ça, je pense que c'est des éléments importants et qui vont vraiment dans le bon sens aussi en termes de signal. Et puis pour conclure, je voudrais dire un dernier mot, puisque dans toute ma présentation, il y a quand même quelque chose qui était un petit peu absent, c'est le coût de l'adaptation. Donc là-dessus, l'adaptation au changement climatique, Aurélien l'a rappelé, c'est quelque chose d'urgent maintenant. Là-dessus, la littérature académique est beaucoup moins développée aujourd'hui. On ne sait pas trop combien ça va coûter. Par contre, on a une certitude, et sur laquelle tout le monde arrive, c'est que la prévention coûtera moins cher que la réparation de dommages ex post. Je pense que vous l'avez tous vécu à votre niveau individuel ou collectif. Et ça, pour le coup, c'est des choses très importantes et qui nécessitent qu'on s'y penche dès à présent, parce que si on réalise aujourd'hui un investissement d'atténuation, par exemple, une ligne de train, mais qu'on ne prend pas en compte l'adaptation, ça veut dire quand même qu'on est sur de l'investissement vraiment inefficace et qu'à terme, il faudra réinvestir plus et que les 100 milliards que je vous ai présentés, c'était un gros minorant par rapport à ce qu'il va falloir faire. Et donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir ce réflexe de l'adaptation dans la prise de décision publique. Je sais que c'est très facile de dire ça, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, d'autant plus qu'on n'est pas encore... La TRAC a été, donc ce scénario commun a été un cap, je pense, important pour donner aussi une ligne commune, mais on n'est pas encore au bout de notre affaire. Et puis pour conclure, je voulais quand même conclure sur quelque chose d'un peu plus positif, pour dire du coup que nous, quand on a fait ce graphique un peu barbare qu'on voit ici, on s'est quand même dit du coup qu'un chemin est possible. En fait, quand on somme tout, quand on calcule tout, si chacun fait sa part, donc ménage, entreprise, collectivité, État, un chemin est possible. Et on le voit aussi dans les chiffres, je ne le décrète pas juste comme ça. Le baromètre du CITEPA, qui est sorti il n'y a pas longtemps, montre quand même qu'il y a une réduction substantielle des émissions qui est cohérente avec notre plan en 2024. Alors, il y a 2/3 de cette réduction qui est en effet structurelle et seulement une partie conjoncturelle. Mais du coup, je pense que c'est quand même un message d'optimisme que je me permets de passer. Merci beaucoup, Léa Boudet. Je pense que ça a suscité beaucoup de questions, toutes ces informations, tout ce regard aussi. On ne connaît pas forcément toute la façon de faire que vous avez, toutes vos manières de planifier tout ça. Je pense qu'il y a sûrement des questions, ça a dû susciter quelques interrogations. La première question est toujours dure. On peut faire passer un micro pour monsieur juste ici. Merci. Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport, par rapport à ce qu'on nous vend aujourd'hui, la voiture électrique.
et l'enjeu que ça va amener sur la transition écologique. Moi, alors je suis sceptique parce que je trouve que la voiture électrique, une fois j'ai eu une discussion avec ma voisine qui m'a mis ça le truc, elle pensait qu'elle faisait vraiment du bien pour sa planète parce qu'elle avait acheté une voiture électrique. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on vous a expliqué le process industriel pour faire la voiture électrique, le problème des batteries, d'où viennent souvent les... Alors je ne suis pas un spécialiste, d'où viennent tous les métaux, tout ce qu'il faut pour faire une voiture électrique. Êtes-vous sûr que c'est mieux qu'une voiture thermique? Alors, je dis ça parce que dans Sciences et Vie, il y avait un grand dossier là-dessus, une revue spéciale, qui disait qu'une voiture électrique qui roule a déjà consommé en CO2 autant qu'une voiture thermique qui a roulé 10 ans. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on nous vend des choses comme ça sans... J'ai plus l'impression que c'est un lobby, un marketing d'industriels pour aller vers une filière économique qu'on veut nous imposer, plus que réellement poser le problème d'une transition écologique, parce que c'est peut-être qu'il faut aller justement vers des voitures. Alors plus, la plupart de ces voitures électriques, c'est des SUV qui pèsent 4 à 500 kilos de plus que les autres, donc qui nécessitent plus d'énergie. Alors je ne vois pas la cohérence de ces annonces en permanence, on est sollicité, aller vers ci, aller vers là, alors qu'il y a peut-être des alternatives. Je sais que M. Doronnet, qui est d'ici, il pensait avec son groupe d'experts qu'il fallait plutôt aller vers des voitures hybrides beaucoup plus légères. Voilà, c'est ma question. C'est une bonne question qu'on a souvent. Donc peut-être, je vais répondre sur deux aspects. Le premier, c'est quand on regarde le secteur des transports, on a déjà des efforts, et c'est dommage, je ne vous ai pas mis l'étude, mais des efforts conséquents de sobriété, de réduction des déplacements, de télétravail. Et quand on regarde les chiffres, ça veut dire, par exemple, sur le télétravail, multiplié par 10 à horizon 2030, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, nous, dans un enjeu de crédibilité, c'est aussi le message que je voulais passer, on s'est dit qu'en 2030, il y aura encore des voitures qui vont rouler. Donc ça, c'est le premier plan. Quand on regarde le secteur des transports, et même si on maximise le curseur du report modal, qui, pour être honnête, est un des chantiers qu'on a du mal aujourd'hui à mener pleinement et à s'assurer, on sera obligé d'avoir des voitures. Le deuxième point, et vous l'avez évoqué, c'est qu'il y a voiture électrique et voiture électrique. C'est-à-dire qu'il y a des gros SUV électriques, qui sont du coup beaucoup moins sobres et moins polluants. Et puis il y a des véhicules électriques produits en France et les véhicules électriques produits ailleurs. Et du coup, en termes de politique publique, le bonus, qui est donc une aide aujourd'hui à l'achat du véhicule électrique, on a mis une condition d'empreinte carbone dessus pour limiter justement les effets, négatifs que vous décrivez, et pour mettre en cohérence cette politique publique en se disant, OK, nous on est prêt à subventionner l'achat de véhicules électriques, mais il faut que ces véhicules électriques, on soit sûr qu'ils soient moins émissifs, et donc il y a un sujet d'empreinte carbone. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les premiers résultats montrent que ça a vraiment largement augmenté la part de véhicules bonusés qui ont été produits en Europe par rapport à ce qu'on pouvait voir avant sur le territoire. Donc je pense qu'il faut bien distinguer de quel véhicule électrique on parle quand on aborde cette question. Alors comment faire pour peut-être sensibiliser les personnes qui souhaitent accéder à un véhicule électrique et pouvoir faire la différence? Là, on revient au sujet du lobby que vous avez évoqué. Je pense que le sujet de la publicité, c'est quelque chose de très difficile. Enfin, je sais pas, moi, je suis allée au cinéma récemment. Première publicité SUV, deuxième publicité Big Mac, troisième publicité vol EasyJet. Et là, je me suis dit, waouh, on est quand 2030, c'est loin. Voilà, on est quand même pas... on n'est quand même pas encore complètement raccord avec les imaginaires de demain dans ce qu'on projette le soir dans une séance de cinéma. Une question d'un de nos intervenants ce soir, Aurélien Rib. J'ai une question biodiversité. En fait, finalement, le carbone, c'est assez facile à compter. Quand on planifie la biodiversité, comment on fait? Quels sont les critères? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, en petit rapport d'étonnement et retour d'expérience de mes 2 ans du coup, au secrétariat général à la planification, où on est avec des gens qui aiment beaucoup les chiffres. Donc le carbone, on joue avec, on fait des beaux tableaux, comme je vous ai montré. La biodiversité, il y a un élément tellement systémique et où tout est interdépendant que c'est beaucoup plus difficile. Néanmoins, on a quand même beaucoup d'experts, y compris des chercheurs, qui ont contribué à l'élaboration de la stratégie nationale biodiversité. Et justement, on a choisi, et vous le voyez sur ce schéma, d'en faire un objet transverse. Si je parle par exemple du financement, qui est un sujet que je connais bien, moi on me dit tout le temps qu'il faut dépenser plus pour la préservation de la biodiversité. Je suis pleinement d'accord avec ça. En revanche, il faut aussi aller diminuer les dépenses qui nuisent par ailleurs à la biodiversité. Parce qu'on peut arroser, là il y avait une stratégie nationale biodiversité, il y avait à peu près 300 millions qui étaient dédiés.
si on parle du sujet de la politique agricole commune, par exemple, qui n'est pas forcément en ligne avec, on va dire, une plus grande préservation de la biodiversité, on est sur 9 milliards. Donc on peut mettre 300 millions à l'échelle nationale pour essayer de compenser. Donc je trouve que la biodiversité, c'est par essence un enjeu transverse et dont il faut se poser la question dès qu'on fait une autre action de planification écologique. Mais je rejoins aussi votre point que la quantification plus difficile rend parfois la pédagogie sur le sujet beaucoup plus lourde. On aurait pu faire un débat, une table ronde. Oui, Erwan d'ailleurs, Erwan au Lecoeur. début, j'étais venu pour ça, parce que je voulais apprendre plein de choses avec les autres. Alors, et les chaises sont restées désespérément vides. J'ai 2 petites questions dans la suite de ce que vous avez dit. La première chose, j'ai beaucoup entendu parler, et puis je me suis intéressé à titre personnel à la formation des cadres de la fonction publique et de l'État à ces sujets. Donc je sais que chaque ministère avait un peu créé sa formation. On a entendu parler de milliers de personnes qui allaient être formées. Est-ce qu'on pourrait juste avoir une idée de où on en est sur cette formation-là? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, j'ai l'impression que vers la fin, il y avait un sujet dont tu parlais, parce qu'on se tutoie maintenant un petit peu, parce qu'on a mangé ensemble tout à l'heure, dont tu parlais, c'est, et j'aimerais bien qu'on sache, est-ce que vous l'avez à la planification écologique, c'est, on a eu un énorme rapport qui nous disait, voilà ce que ça nous coûterait si jamais on ne fait pas le travail. Si on ne fait pas la transition écologique, ça va nous coûter des centaines de milliards d'euros. Et un peu comme moi en communication publique, où j'explique à mes étudiants, regardez, il y avait 30 000 morts sur les routes, on n'est plus qu'à 3 000. On a fait plein de communications pour en arriver là, et on a économisé 27 000 morts par an. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir en disant, nous, l'État français, on va économiser des centaines de milliards en dépensant seulement 100 milliards? C'était ma deuxième question. Alors, première question sur le plan de formation. Je ne pourrais pas te donner les chiffres précis, mais je sais que ça, moi j'y ai participé, donc je sais que ça a quand même bien avancé, et dans une optique aussi de passage à l'action. C'est-à-dire que là aussi, on s'est dit, bon, on est face à des cadres de l'État, donc on a essayé de faire un peu de pédagogie sur le plan, mais aussi de responsabilisation des décideurs. Qu'est-ce que vous, en fait, vous pouvez faire à votre échelle, aujourd'hui, demain, dans votre quotidien, pour arriver à avancer sur la transition? Et on a aussi fait un exercice assez rigolo, qui est, et si vous devriez écrire demain une lettre à vos petits-enfants, qu'est-ce que vous diriez pour dire que vous avez fait des choses dont vous êtes fiers pour la transition écologique? Mais bon, du coup, voilà, ça peut être intéressant. Ça, c'était pour répondre à la première question. Sur la deuxième question du coût de l'inaction, moi, je m'y suis beaucoup intéressée parce qu'au début, je me suis dit, bon, je parle à des esprits rationnels. Si je démontre au ministère des Finances par A plus B que ça va coûter beaucoup plus cher de ne rien faire que de faire quelque chose, c'est un argument qui est irréfutable. Toutefois, je me suis heurtée face à un mur du politique qui est qu'en fait, le coût de l'inaction, il est rentable, mais à partir de 2030-2035. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques d'aujourd'hui agissent au bénéfice des politiques de demain. Et du coup, bizarrement, l'argument était un petit peu moins porteur politiquement. Mais pour le coup, on a plein de slides, et je pourrais vous en envoyer une très intéressante, où on voit que tout l'investissement, ce qu'on appelle en CAPEX, donc vraiment en investissement, est à terme rentabilisé par des économies d'OPEX, de fonctionnement. Et quand on voit ça, on se dit, mais appel à la fibre rationnelle que tu mentionnais tout à l'heure, pourquoi on n'agit pas? Et pour le coup, moi, je suis arrivée pleine de bonne foi, et là, il y a un sujet d'échéance temporelle et d'incohérence temporelle qui est très très fort en fait. Eh bien, merci Léa Boudet pour tous ces éclairages très précieux.